Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir présentés. Je passe, voilà, on passe à la première diapositive avec le plan de notre présentation. Nous allons commencer par un préambule très rapide et ensuite nous allons aborder deux points clés de cette journée. Dans un premier temps, nous allons discuter du terme langue d'héritage et ensuite nous discuterons de la langue et de l'expérience de vie comme outil pour décrire son autobiographie linguistique. Et tout au long de cet exposé, nous ferons écho à des points abordés au cours de cette journée et nous terminerons par une courte conclusion. Bonjour à tous. Cette intervention à deux voix résulte d'une rencontre qu'Anna qualifiée d'improbable. En effet, nous venons de disciplines, de traditions de recherche, de cadres disciplinaires, de terrains très différents. Nous travaillons avec des gens très différents. Anna. Oui, donc moi je suis psycholinguiste et je travaille sur l'acquisition et la socialisation bilingue d'enfants et d'adolescents. Et moi, je travaille en description de langues régionales en France, de langues menacées. Et donc, ça m'a amené à travailler sur la sociolinguistique des langues menacées. Donc, quand j'ai vu qu'Anna allait parler de langue d'héritage et de biographie linguistique, je l'ai contactée parce que c'est des choses des termes, des notions, des outils qu'on utilise aussi chez nous. Par exemple, la biographie linguistique, elle est essentielle pour nous pour qu'on définisse le profil des locuteurs avec qui on travaille. Est-ce que c'est des gens qui ont toujours parlé la langue ou est-ce qu'on est en train d'essayer d'écrire une langue à partir de quelqu'un qui est un bilingue tardif, qui a arrêté de parler la langue pendant longtemps, qui parle par ailleurs une langue très proche de la langue qu'on veut étudier. Donc c'est un outil que nous utilisons nous aussi, mais on l'utilise avec des personnes âgées, donc on reconstitue leur histoire et leur histoire linguistique, ce qui s'est passé dans leur enfance il y a 50, 100 ans. Alors nous espérons que cette conversation qu'on a eue d'abord tous les deux pourra nous amener à appréhender mieux les pratiques plurilingues et à réfléchir à comment les individus avec qui on travaille présentent, décrivent leur autobiographie linguistique. Voilà, donc sur cette diapositive, vous voyez une pluralité de termes, une richesse des termes utilisés pour désigner les langues dans les répertoires langagiers des locuteurs, locutrices, dans chacune de nos disciplines. Donc, vous voyez des termes qui sont en bleu et vous voyez qu'il y a des termes, les mêmes termes qui apparaissent dans les deux encadrés. Mais faut savoir qu'on n'a pas forcément le même sens derrière ces termes-là à l'intérieur de nos disciplines. Donc, par exemple, Michel, comment est-ce que tu définis la community language, la langue de la communauté? Pour notre domaine, ça renvoie à la langue de la communauté, la langue des ancêtres, des ascendants. Alors que pour nous, les psycholinguistes, la langue de la communauté, donc on a entendu dans certaines présentations les typologies des environnements. Souvent, la langue de la communauté, c'est la langue qui est parlée par la société dans le cadre de une personne, un environnement. Donc, par exemple, une personne ou une famille qui parle une langue et qui se trouve dans une communauté qui en parle une autre. Donc, à travers nos conversations interdisciplinaires, nous avons vu en faisant le tri, que langue d'héritage pouvait être un terme qui mieux fédère nos problématiques et les problématiques propres à la sociolinguistique et à la psycholinguistique. Il s'agit d'un terme qui fédère aussi une diversité plus grande des situations de terrain auxquelles nous avons été confrontés et qu'on vous fera part dans les diapositives suivantes.
Donc, mais on s'est aussi aperçu très vite que langue d'héritage, on ne l'utilisait pas avec le même sens, rien qu'entre nous, et ça entraînait des confusions initiales. Donc, on est allé voir du côté des définitions possibles de ce terme-là, sous le consensus, en fait, il y a des différences. Alors, on vous propose quelques définitions très rapidement, mais pour vous montrer sur quel point il peut y avoir des différences. Alors, cette première définition, on ne discutera pas bilinguisme déséquilibré, ce n'est pas notre propos ici. Mais cette première définition, elle met l'accent, elle mentionne le type d'acquisition. Donc, non, pardon. Si, ça serait une langue apprise dès l'enfance, dès la naissance. Et le niveau de compétence, ça serait une langue dans laquelle qui deviendrait petit à petit dominée par sous la concurrence de la langue dominante du lieu. La définition suivante, elle mentionne aussi le type d'acquisition, mais elle n'exclut pas qu'une autre langue puisse être parlée dès la naissance. Euh, Elle peut être apprise à la maison, mais aussi par choix. Et si c'est par choix, c'est donc une langue qui n'est pas apprise dès l'enfance. On aura affaire à un bilinguisme tardif. Et puis, elle mentionne le type de langue. Ici, dans cette définition, toutes les langues des ancêtres, des ascendants, mais aussi d'autres langues, peuvent être considérées comme des langues d'héritage. Alors, je crois qu'on a dû rater une définition. Tant pis, c'est pas très grave. En fait, on voit les points sur lesquels. Voilà, recule. Non, c'est pas grave. Euh, En fait, il peut y avoir des différences sur le niveau de compétence, pas de compétence ou très peu, jusqu'à une compétence totale, avec, en passant par une éventuelle attrition des acquisitions, le type d'acquisition en contexte familial ou en contexte scolaire, et quelles langues? Des langues minoritaires seulement? Les langues des autochtones, indigènes? C'est sous ce sens-là qu'on utilise, nous, dans notre domaine, le terme langue d'héritage, ou est-ce que ça inclut aussi les langues des immigrants? Alors, en fait, pour notre propos ici, on a décidé d'adopter une définition englobante. Donc, on considérera comme langue d'héritage toutes les autres langues que la langue dominante, pas forcément là où les langues dominantes, pas forcément officielles hein, d'ailleurs. Et quel que soit le niveau de compétence des locuteurs, le mode d'acquisition ou bien l'origine de cette langue, locale ou immigrée. Voilà, donc comment décrire les répertoires? Donc nous sommes arrivés à un consensus, donc à cette définition commune, opératoire, compte tenu des divergences de sens attribués à certains des termes utilisés au sein de nos disciplines. Maintenant, on vous présente un certain nombre de défis qui s'imposent aux chercheurs face aux mots utilisés par les locuteurs eux-mêmes et locutrices elles-mêmes pour décrire, raconter leur autobiographie langagère, leur parcours de vie. Donc, nous vous rapportons les dires rencontrés dans nos terrains respectifs. Justement, ce sont, euh, ce sont ces dires nous poussent à nous interroger sur les outils qu'on va utiliser pour interroger le sujet autour de son parcours de vie. Donc, par exemple, Michel, euh, quels sont les termes qui... Par exemple, on utilisait autrefois, quand on a pris conscience du phénomène massif de risque de disparition de langues dans le monde, on a parlé de mort des langues. Et puis, en échangeant avec les gens des communautés concernées, le mot a fini par disparaître et on parle de langues menacées ou de langues dormantes qu'on va essayer, ce qui se passe parfois dans certaines parties du monde, d'essayer de réveiller. Il existe des lieux où des linguistes forment des locuteurs de communautés un peu de linguistique et les accompagnent pour aller essayer de retrouver
pour ces langues qui ne sont plus parlées, quelques listes de mots, des écrits, de vieux enregistrements, par exemple. Donc, ce que j'entends de ce que tu dis, Michel, c'est que les ressources qui sont évoquées dans les récits des informateurs ne sont pas forcément de nature linguistique. Ce sont par exemple des langues qui sont, enfin, on va parler de la langue et le fait de parler de cette langue permet de la faire revivre et ça fait partie néanmoins du capital culturel linguistique de la personne. Et donc, troisième point sur cette diapositive, c'est aussi de se dire que peut-être qu'il ne faut pas se contenter juste d'un simple déclaratif, mais on l'a vu aussi aujourd'hui, l'importance de l'usage de différents outils pour mieux comprendre la complexité des parcours de vie. Et c'est quelque chose qui ressort, enfin, qui ressort de cette journée. Et justement, c'est important cette idée d'utiliser plusieurs méthodes, plusieurs outils pour justement saisir les complexités des répertoires, les relations des locuteurs avec leur langue, leurs pratiques réelles. Et si on s'y intéresse, de s'interroger sur les compétences de ces locuteurs et locutrices. Donc, en général, quand quelqu'un construit, décrit sa propre biographie langagière, c'est par l'outil langue. C'est le mot langue qui sert, le concept de langue qui sert à raconter sa vie avec les langues. Je parle le, j'ai appris le, j'ai oublié le, je comprends le. C'est toujours le mot langue, mais de toute façon, quand on donne la consigne aux gens, quand on leur demande de raconter leur biographie linguistique, on a du mal à faire autrement que d'utiliser ce mot-là. Donc, le risque, c'est que chaque locuteur peut avoir sa propre définition de ce qu'est une langue et ce qui n'en serait pas. Donc, par exemple, ici, on vous fait part de certaines déclarations qu'on a reçues dans nos terrains respectifs. Et parfois, on se sent effectivement un peu démuni par rapport à la richesse et à la spécificité aussi des trajectoires des locuteurs, dont les mots utilisés mobilisent bien plus que des connaissances langagères. On a vu aujourd'hui l'importance de la prise en compte des spécificités des individus, leurs expériences avec les langues. Souvent, leur choix de mots révèle des postures, des points de vue, des ressentis, des expériences joyeuses, mais parfois aussi douloureuses. Donc, par exemple, ici, on voit des déclarations, donc je vais lire les déclarations de l'italien. Parlo l'italiano porcellino, je parle l'italien porcinet, c'est l'italien qui n'est pas l'italien standard, mais l'italien un peu déformé. Ou bien parlo il mio italiano, je parle mon italien à moi, donc un italien qui n'est pas l'italien de tout le monde, la langue partagée, standardisée, officielle. Pour le terrain français, pour des locuteurs qui parlent une langue d'Oïl, donc proche du français, bah, c'est du français écorché, du français abîmé, de l'ancien français. Ce que j'ai pu entendre, moi, parfois, c'est parle ou pas occitan. C'est-à-dire, je ne parle pas occitan, mais dit en occitan. Euh, l'autobiographie dépend évidemment énormément de la façon dont on vit ces langues, de l'histoire qu'on a avec ces langues. Et ça a comme conséquence, au moins sur certains terrains, que des langues peuvent ne pas être citées. Par exemple, celles qu'on considère pas comme de vraies, entre guillemets, de vraies langues, des non-langues, des sous-langues. Euh, le patois, ah ben non, c'est pas une langue, ça n'a pas de grammaire, ça s'écrit pas. Ça peut pas s'écrire. Ma langue pour d'autres terrains, ma langue. Non, c'est pas une langue, il n'y a pas d'infinitif. Euh, ou bien, mais ça arrive parfois pour des variétés dialectales de langues standardisées. Une étudiante de M1 en sciences du langage, de M1 en sciences du langage,
mais la Darija, alors je prononce sans doute mal le nom de la variété dialectale d'arabe en Algérie, la Darija, c'est une langue ou c'est pas une langue? Euh, on oubliera aussi les langues, on peut parfois oublier quand on raconte sa vie avec ces langues, quand on raconte ces langues, des langues avec lesquelles on a eu des expériences négatives, des langues croisées lors de déplacements, lorsqu'on a dû quitter son pays. Moi, j'ai croisé parfois, c'était le cas de l'allemand qu'on avait appris en étant prisonnier de guerre. Mais ces langues sont en train de disparaître. Si elles disparaissent, c'est quand il y a une pression sociale et qu'elles sont minorisées, stigmatisées. Donc parler la langue, ça vous identifie comme membre de ce groupe qui est stigmatisé. Et vous passez pour un bouseux, pecno, sauvage, un indien dans le sens péjoratif du terme. Et partout, sur tous les terrains, vous trouverez toujours une appellation désobligeante pour ces gens-là et cette langue-là. Donc ça amène les gens à nier leurs connaissances, leurs compétences. Et je voudrais citer un autre exemple que j'ai rencontré autrefois, mais que je ne rencontre plus. Il y avait des gens qui niaient leurs connaissances en occitan ou en franco-provençal parce que, en fait, ils avaient la crainte, en reparlant cette langue-là, d'oublier le français. Il y a une hantise des troubles liés à l'âge, l'Alzheimer. Et donc voilà, il y avait des gens qui niaient leurs compétences pour cette raison-là. Je retrouve plus ça parce qu'aujourd'hui, les gens avec qui je travaille, l'occitan, le franco-provençal n'ont pas été leur première langue. Donc ils ne peuvent pas retourner vers une langue qu'ils connaissent que peu. Il y a des langues qu'on ne cite pas également parce que par insécurité linguistique. On estime qu'on n'a pas assez de compétences dans ces langues-là. Évidemment, ça peut changer selon les expériences de vie. Si on est amené à réutiliser la langue et qu'on s'aperçoit qu'on sort, eh ben, on pourra la citer à nouveau. Euh, le sentiment de légitimité aussi sur certains terrains. Si on est des membres un peu atypiques de la communauté, un peu périphériques, ou des membres des enfants de couple mixte, par exemple, il y a l'âge qui joue. Ceux qui parlent, sous-entendu qui parlent bien, c'est les anciens, et pas nous. Ceci dit, à leur mort, on pourra s'assumer comme locuteur. Voilà, donc dans l'autre sens, on peut revendiquer des langues, alors quand estimer que c'est sa langue, on va la citer dans sa biographie linguistique, son autobiographie linguistique, parce qu'elle est essentielle pour des raisons culturelles et identitaires, alors qu'on ne la parle pas. C'est ma langue, mais on l'a volée. Et avoir une langue volée, j'ai entendu ça aux États-Unis avec des Amérindiens pour des langues pour le martinique et pour le créole, par exemple. Euh, voilà. Donc, la conclusion de ce point-là, ça serait d'insister sur le fait que dans certains contextes au moins, s'en tenir seulement au déclaratif, ça risque de nous donner une idée faussée de la biographie de la personne avec laquelle on est en train de parler. Et je vais céder la parole à Anna pour terminer, avec un plaidoyer sur la prise en compte, non pas de ne pas penser seulement langue, mais penser ressources linguistiques, penser répertoire. Donc, Michel, tu anticipes mon dernier point. Donc, nous avons discuté, donc c'est ma dernière diapositive, j'espère qu'on est bon avec les temps. Nous avons discuté des termes que les chercheurs et les individus non spécialistes peuvent utiliser et arriver à ce stade, il pourrait être utile de s'interroger sur justement les ressources linguistiques, mais aussi extra-linguistiques. Par extra-linguistique, j'entends par exemple interactionnel, ainsi que sur le répertoire langagier, particulièrement si on veut parler des biographies langagères. Donc détailler les langues de son répertoire signifie reconnaître ce que l'on peut considérer comme étant mentionnable ou pas, selon les critères vus comme étant pertinents pour un individu. Donc, qu'est-ce qu'une langue dans un répertoire langagier? Nous avons vu que souvent, lorsqu'on est interrogé, donc Michel en a parlé beaucoup, sur les langues, parfois on ne cite pas forcément toutes les langues parce que même si ces langues sont importantes pour nous,
Et donc, pour l'élaboration d'une biographie langagière, il s'agit donc non seulement de nommer, mais de reconnaître une langue comme faisant partie de notre répertoire, reconnaissant que nous en faisons aussi usage. Donc, cette reconnaissance n'est pas neutre et souvent chargée d'émotions en lien avec les parcours de vie. Et parce que les langues, bon, vous le savez tous, sont loin d'être des systèmes neutres. Mais plus important encore, il devient évident que dans une perspective de la biographie langagère, le dépassement d'une vision de la langue comme un système discret, c'est-à-dire étanche, est indispensable. C'est indispensable pour mieux comprendre la relation intriquée entre l'individu, sa ou ses langues et son parcours de vie. Donc en outre, l'autobiographie langagère est un portrait produit à un moment donné et susceptible d'évoluer dans le temps, donc en fonction aussi de processus de socialisation. Donc on l'a vu par exemple dans le profil d'Alban. Il s'agit également d'un outil puissant dans le sens où il pointe en même temps vers non seulement des langues, mais des ressources ou des cultures, mais aussi vers la façon dont l'individu se rapporte à ces dernières. Et enfin, la richesse de cet outil permet d'éviter l'écueil du risque de la réification et de l'essentialisation de la langue comme entité discrète et permet de reconnaître, de rendre visible, comme on l'a entendu aussi tout au long de cette journée, et valoriser l'utilité de l'ensemble des ressources des répertoires. Et je vous remercie et nous vous remercions de votre participation et votre écoute.